Comme ça, comme ça, tu me racontes les tweets et tout le reste. Super. Donc, ouais, qu'est-ce que tu as lancé un tweet ce matin? Ah ouais, ouais. Donc, en fait, on commençait à parler avant On se d'enregistrer, mais joue, ouais. du coup, voilà. Un investisseur doit trouver des réalités que le marché n'a pas encore pricées. En 2010, le marché n'avait pas pricé la réalité du monopole des GAFA. En 2020, le marché n'avait pas pricé la réalité du BTC comme stockage de valeur pour les gens dotés d'un début de cerveau. Et en 2025, le marché n'a pas pricé que la France, c'est le Mexique. Et le Mexique façon Jalisco New Generation Cartel et pas façon Kanye Music et Kulum. You're welcome, act accordingly. Parce qu'on parlait d'investissement brièvement avant de démarrer Bah oui, bah oui. notre appel et se poser la question de où est-ce qu'il y a du rendement, où est-ce qu'il y a des réalités qui sont pas encore pricées. Et voilà, Non, non, mais c'est notre mot de vrai. départ. Et même quand je bossais dans les dot-com ou dans les logiciels et tout, on disait toujours, alors c'est une manière de parler, mais si tu n'avais pas une technologie qui était disruptive, qui te permettait de faire x10 en termes pour le client final d'économie, de prix, d'avantages compétitifs ou toutes sortes de plus, si tu n'avais Oui, pas on quelque bouge chose de pas. disruptif, bah, personne n'allait investir parce qu'il fallait vraiment investir dans le futur. Tu n'allais pas Ouais. investir dans quelque chose qui est incrémental, il fallait que ce soit disruptif. Je sais pas si c'est des mots français d'ailleurs. Si, Mais si, la disruption, c'est un mot qui a été qui a été adopté par la Macronie. c'est ça. La Stop Et donc, dans Nation. la startup Ah, nation, tu dois faire des trucs x10. Alors, il faut que tu aies des gens qui aient des QI sensiblement supérieurs. Il faut que tu aies une éducation qui soit incroyablement supérieure. Tout ce qui se fait en France, n'est-ce pas? bah, en fait, il y a un message positif quand même pour la France. C'est la France fournit, enfin, la France crée deux cohortes intéressantes de gens. La première cohorte, c'est, on va dire, paradoxalement, les fonctionnaires en première ligne, genre flics, pompiers, médecins, en première ligne pour des trucs réels, hein, pas pour Mhm. tu vois, des paperasses ou des quotas, machin. Vraiment, des mecs en première ligne en confrontation avec le réel, qui sont payés 1600 balles par mois et qui tiennent, et qui sont pas complètement corrompus. Parce qu'en fait, être aussi peu payé, surtout quand on regarde l'inflation, le salaire moyen, médian, etc., être aussi peu payé, en général, ça trigger finalement de la corruption. À fond, Et ils ouais. sont pas corrompus. En France, les gens sont pas corrompus. Enfin, les fonctionnaires sont. Il y a très peu de corruption des fonctionnaires en première ligne. Alors pour ce qui est de la très haute fonction publique, ça j'en sais rien, je m'aventure pas là-dedans. Voilà, donc première cohorte, ça. La deuxième cohorte, la France produit quand même tous les ans, je sais pas, 5000 top ingénieurs, euh, 3-4 000 commerciaux corrects. On va dire les commerciaux, c'est un peu tout ce qui est un peu grande école de commerce, etc. C'est plus des gens à capacité analytique, ok? Plus que des commerciaux, c'est des gens à capacité analytique pour faire du travail cognitif. Tout à fait. On produit finalement pas mal de médecins aussi. Alors, ils sont un peu dogmatiques, mais bon, quand tu as un fémur de pété, tu es quand même content qu'ils soient là. Euh, et c'est vrai qu'on fournit quand même, de fait, c'est qu'on crée quand même tous les ans, je dirais, c'est cette couche de mecs vachement productifs, utiles, à haute capacité, haute compétence. Et en même temps, on a cette layer, c'est cette couche basse, quelque part, basse parce qu'en fait, ils sont bah, un peu écrasés en bas de la pyramide, malgré eux, quoi, de fonctionnaires en première ligne qui font que ça lâche pas. Et donc, en fait, avec quelques corrections institutionnelles, le pays n'est pas foutu. Je suis pas ultra optimiste, mais le pays n'est pas foutu. Euh, et donc voilà, c'est un peu le message positif. Oui, ça me rappelle furieusement ce qu'on n'avait pas vu parce que moi j'étais jeune, mais ça me rappelle un peu l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il y avait une caste de gens, à l'époque on s'en rendait pas compte, mais il y avait une caste de gens extrêmement bien éduqués, enfin la masse était assez bien éduquée par Ouais. rapport à l'Occident, mais il y avait une caste d'ingénieurs, de techniciens qu'on voit encore dans l'armement, dans la technologie de pointe, etc., encore aujourd'hui, être parmi les meilleurs du monde. Mais l'avantage qu'a la France d'aujourd'hui par rapport à l'Union soviétique de l'époque qui s'est effondrée, c'est que la France a quand même une case potentiellement de gens corvéables à merci aussi dans le bas de gamme, enfin, en gros des esclaves. L'Union soviétique, ils étaient trop alcoolisés pour faire des esclaves et 70 ans de Je pense. communisme les avait fracassés mentalement, la caste du bas, quoi. Ok. Après, c'est vrai que ce qui est marrant dans l'Union soviétique, c'est ce qui marchait vachement bien dans l'Union soviétique, c'est tout ce qui avait les mécanismes de la concurrence. Parce que tu voulais avoir un bon poste au parti, un bon poste à l'usine ou un bon poste à l'université, c'était concurrentiel. Parce qu'il fallait être bon, il fallait académiquement être fort, il fallait passer des concours, des examens, machin.
Et donc, en fait, dans les mécanismes, enfin, là où ils ont introduit les mécanismes de la concurrence, ça marchait très bien. Et quand ils étaient en concurrence sur certains sujets avec les Américains, bon, mine de rien, ils ont tenu assez longtemps. Mm. Ils ont tenu longtemps. Enfin, pour un système qui était à ce point-là déficient et absurde, ils ont tenu vachement longtemps, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est Alors, amusant de voir comment, comment l'introduction de mécanismes concurrentiels sans passer par finalement la logique du marché, du capitalisme et des prix, finalement peut faire perdurer un peu le truc un peu plus longtemps et quand même produire du capital humain ou du capital tout court. Capital au sens de l'appareil productif ouais, qui tourne, quoi. très bien. Bonjour à tous. Ici Piano San Giorgio. Nous sommes sur Patreon, Patreon uniquement. Et j'ai le plaisir d'accueillir Tougan. Bonjour Tougan. Salut tout le monde. Alors sur Internet, je m'appelle Tugan, dans la vraie vie, je m'appelle Arnaud, mais on peut dire. On va dire Arnaud, c'est le plus simple. C'est On va c'est faire mon prénom de Arnaud. vraie Très vie. bien. Alors écoute, comme tu le sais, j'ai un public qui est payant, qui est Mhm, captif, je qui sais. deviennent des Client. amis de plus en plus. Parce que on évite le chaos des bas QI et du trolling sur les autres plateformes gratuites. Euh, et donc, c'est des gens très motivés par la survie, par le futur. Euh, Pas forcément pour gagner de l'argent, c'est dommage, c'est ce que j'essaie de leur apprendre aussi, il faut faire du pognon parce que c'est le nerf de la guerre. Et peut-être qu'ils ne te connaissent pas tous. Et donc, est-ce que tu pourrais leur expliquer un petit peu qui tu es? Ok. Je fais une biographie accélérée très rapidement. J'ai un peu plus de 30 ans. Je travaille sur Internet depuis plus d'une dizaine d'années. Mon parcours académique, c'est j'avais fait le truc classique français, prépa HEC, puis après j'ai intégré HEC, puis après j'ai démissionné d'HEC, parce que je trouvais que c'était un peu de la merde. Et je me suis dit, tiens, je vais devenir milliardaire sur Internet. Et je pensais que ça allait prendre 2 ans. Bon, finalement, ça prend pas 2 ans et je suis pas milliardaire sur Internet. Mais je me suis beaucoup amusé et j'ai lancé pas mal de boîtes de logiciels. J'ai eu pendant longtemps des grandes parts de marché sur tout ce qui était les business d'infoproduits, donc peut-être la vente de formations, de e-books, etc., où j'étais présent sur ce marché avant que ce soit la mode. Aujourd'hui, c'est un marché qui était saturé, qui était un peu souillé, qui est plus vraiment ce qu'il était, même si la dimension d'enseignement reste toujours louable et intéressante. Mais voilà, d'un point de vue business, c'est moins intéressant. Et depuis quelques années, j'ai pivoté vers les sujets de marketing dans le Web3 et dans les cryptos, parce que je me suis dit que c'était OK, la nouvelle frontière du capitalisme, et les sujets de marketing m'intéressaient là-dedans. Les sujets de spéculation, pas forcément. Enfin, à titre individuel, je spécule un peu, si elle le rend gratuit, je le prends, mais d'un point de vue professionnel, c'était de réfléchir aux mécanismes de marketing là-dedans. Et aujourd'hui, 2025, mon rôle va de plus en plus vers de l'investissement. En fait, je me suis rendu compte qu'être entrepreneur, c'est vraiment chiant. Que quand je dois gérer des mecs, je finis par les détester et je vais les taper. Et je ne les tape pas. Mais et du coup, en fait, rester davantage dans le monde des idées et du capital enfin, maintenant, enfin, financier, je trouve ça beaucoup plus plaisant. Donc, je reste dans ma petite bulle autistique et je vis ma meilleure life. Et je vis entre l'Europe de l'Est et les Émirats Arabes Unis, sachant que j'ai quitté la France il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, j'observe à distance finalement ce qui se passe, ce qui me permet peut-être d'être un peu moins en colère et un peu moins dépressif que les gens sur place. Donc j'observe, voilà, j'observe ça parce que je reste français, de culture française, de langue française, et je trouve qu'il y a quand même des bons trucs, quoi. Mais oui, il faut le dire, il faut le dire. Alors, pourquoi Dubaï? Très à la Dubaï, mode. en fait, alors Dubaï a vraiment fait un coup de maître enfin, un coup de maître pendant le Covid, où eux ils ont choisi de garder le pays ouvert, à l'exception des nightclubs, ce qui, voilà, m'a pas beaucoup frustré, parce que, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont à Dubaï en disant, bon, ok, on a entendu du bien, du mal. En général, Dubaï, on entend plutôt du mal. On y va, en fait, on peut vivre, on peut créer une société rapidement. Il n'y a pas de taxes, c'est un petit peu changé, mais il n'y a pas de taxes. On nous fout la paix, c'est safe. Euh, et pour moi, à Dubaï, il y a deux choses. Tout le monde enfin, parle voilà, du luxe, de l'argent, des taxes, etc. Pour moi, les deux choses vraiment intéressantes à Dubaï, c'est un pays qui est optimiste. Enfin, les Émirats Arabes Unis, Dubaï est un Oui. des Émirats Arabes Unis, enfin d'une fédération. Donc, les Émirats Arabes Unis sont un pays qui est optimiste. Donc, les mecs qui regardent le futur, ils font putain, l'année prochaine sera encore mieux que cette année. Et cette année, c'était bien. Mais l'année prochaine sera encore mieux. Et dans 10 piges, ce sera de la folie. Et les mecs, ils ont des plans sur 10 ans, 20 ans, etc. Et c'est ultra optimiste. Donc, il y a l'optimisme. Mais on est dans un pays où les gens sont optimistes. Et en fait, c'est un truc de fou. On se rend pas compte. Dit comme ça, c'est théorique. Je dis oui, alors optimiste, pessimiste, bon, ok, comment, concrètement. En fait, quand tu vis dans un pays optimiste, les mecs, ils font, on va faire une tour qui fait 1 kilomètre de haut. Tout le monde dit, ça sert à rien. Et vous allez être fauché. Ils font, on va le faire et après, on verra. Bon, au final, ils se sont ruinés avec la tour.
C'est pas grave, ils ont été renfloués par Abu Dhabi. Et finalement, c'est super joli, tout le monde adore. Et en termes, je dirais, de branding et de marketing, c'était surrentabilisé. Donc, pays optimiste, petit 1. Petit 2, il y a une bienveillance administrative. C'est-à-dire que tu as une Mhm. boîte ici, tu fais une connerie, tu oublies de payer un truc, machin, on te dit, OK, tu as fait une connerie. Donc, il va y avoir une amende ou un truc à faire, OK, c'est pas très élevé, et on va t'expliquer pourquoi tu as fait une connerie, où est-ce que tu l'as fait. Si tu as fait une connerie, c'est que tu n'as pas fait exprès de faire une connerie, c'est que c'était pas clair pour toi. Et c'est OK, ça arrive à tout le monde. Donc, on te montre comment ça marche, on t'aide, et comme ça, tu feras pas la connerie, et tout le monde est heureux. Et même si tu vois, tu as une petite pénalité à payer, parce que, ou t'as reçu un petit SMS du gouvernement ou un petit email, tu es en mode, ok, c'est cool, c'est cool. T'es pas en mode, putain, il y a l'URSSAF qui m'envoie un courrier irrégularité sur une déclaration, si tu as oublié de déclarer 50 centimes, et les mecs qui sont là à 6 heures du mat en mode, tu vois, et c'est pas pour le calendrier, tu vois, qui sont là en mode, tu es chez toi, tu es au sol. Et, donc en fait, la bienveillance administrative, pareil, c'est théorique comme concept. On dit, oui, enfin, comment? Qu'est-ce que ça veut dire une bienveillance administrative? Bah, je sais pas, ça se vit, quoi. Ce qui veut pas dire que l'administration n'est pas un peu kafkaïenne. C'est qu'il y a plein de trucs qui sont complètement cons, mal foutus, etc., qui sont chiants aussi. Mais t'es pas agressé. Et Ouais, à aucun moment, je me dis, merde et tout. Tu vois, typiquement, là, ils ont introduit une taxe, je crois, à 9% sur les boîtes. C'est cool. Tout le monde est OK de payer. Franchement, le pays, il fonctionne. On lui dit, OK, il faut payer un peu, je paye un peu, pas de souci. Ouais, je contribue. Très bien, je suis heureux. On n'y comprend rien. Ok. Entre les free zones, les machins, les bidules, les trucs, les quotas, personne n'y comprend rien. Il n'y a pas un avocat qui dit la même chose. Et tout le monde est relax. En mode, pourquoi tu veux stresser? On va finir par comprendre. Si on se trompe, il nous dit qu'on s'est trompé. On a juste. Pourquoi tu es stressé? Au pire, tu déclares mal le truc et on a juste. Pourquoi tu es stressé? Bah, je vais me faire défoncer. Pourquoi tu veux te faire défoncer? Si on s'est trompé, ils nous diront, puis on ajustera. Tu vois, il n'y a pas de stress, tu vois. C'est cool. Et t'es en mode, tu fais, ah ouais, ça existe ça. Donc voilà, c'est optimisme et bienveillance administrative. Après, c'est un pays qui est ouvert sur le monde. Il y a je sais pas combien de nationalités. C'est un pays qui est safe dans l'ensemble. Il n'y a pas de petite criminalité. On va pas voler ton iPhone. On va pas mettre une main au cul de ta femme. On va pas. Voilà, il n'y a pas de tout ça. Il y a des règles qui sont très strictes. Enfin, faut faire attention. Si tu mets une gifle à quelqu'un, tu vas en prison, hein. Il n'y a pas de ouais, j'ai un passe-droit, machin et tout. Non, si tu mets une gifle à quelqu'un, tu vas en prison. Donc, c'est des règles strictes. Mais bon, après tout, t'as aucune raison de mettre une gifle à quelqu'un. Et donc, voilà, c'est. Loin finalement des clichés sur les influenceuses qui font un truc bizarre, les prétendus l'esclavage ou je sais pas trop quoi qui est complètement pipeau, et oui, ah c'est artificiel, oui bon bah oui c'est artificiel. Enfin la Tour Eiffel c'est artificiel quand ils l'ont fait aussi, tout le monde gueulait. Bon, euh, ok. oui, c'est une bonne analogie. Et le mélange, l'interaction finalement d'une élite, parce que en fait Dubaï, enfin Dubaï, les Émirats, c'est quelques centaines de milliers finalement de souches, de locaux, Ouais, et des millions de talents, que ce soit des talents tout en bas qui construisent, qui travaillent pour ramener finalement pas mal d'argent dans leur famille relativement à leur pays d'origine, et ce qu'on appelle les expats, toi et d'autres, qui ont des talents soit nécessaires au pays pour construire des architectes, des ingénieurs, etc. Faire un des plus beaux aéroports du monde, faire des villes magnifiques, hein. J'ai travaillé dans ces pays. Et ces talents sont méritocratiques finalement. Ou alors, si tu as suffisamment de moyens, on va t'es pas un t'en. client. Et donc, tu as une vraie liberté on va dire, de voyage finalement. Si tu viens du fin fond d'une campagne d'Afrique ou d'une école d'ingénieur en France ou en Angleterre, tu te pointes, tu dis, voilà, j'ai quelqu'un qui veut bien me filer du boulot, il te laisse rentrer. C'est le vrai no border. Ouais, C'est ouais, ouais, il y a les problématiques de visa, c'est qu'il faut que l'employeur paye un frais fixe de visa, donc c'est un peu bureaucratique et contraignant, mais c'est pas discriminant. C'est pas, oula, toi ton pays, j'aime pas, dégage. C'est en mode, tu peux venir du trou du cul du monde, ils sont en mode, ok, si le visa il est clair qu'il y a l'employeur, etc., c'est bon. Et après aussi, il y a vraiment aussi une couche de gens qui sont des clients. Moi, je suis un client de Dubaï. Je suis pas un citoyen, parce qu'on peut pas être naturalisé. C'est quasiment impossible d'être naturalisé. Je suis un client. Je viens je crois que c'est Jacques Attali qui, il y a plus de 15 ans, avait dit qu'un pays, c'est un hôtel. Tout le monde gueule quand il parle, ce mec. Mais il dit des trucs pas cons par moment. Euh, Absolument. et, euh,
Et en fait, ouais, Bien c'est d'accord. exactement ça. Je suis un client de Dubaï, donc je rentre dans un établissement, je vis entre Dubaï et Abu Dhabi, donc dans les deux cas, je suis client et client, quoi. Donc je rentre dans un établissement qui a des règles, avec lesquelles il y a un contrat social, je suis OK, c'est le contrat, il y a un prix, c'est très cher. Vivre aux Émirats Arabes Unis, c'est foutrement cher, c'est très cher. Et je repars quand je veux, et par contre, je casque. C'est que tu veux te loger correctement, tu casques. Alors, t'as les super santé, tu casques. Super resto, tu casques. Super, tu casques. Donc, ça, t'es un client. Mais c'est OK. C'est la libre économie de marché. Il y a un consentement. Je souhaite être client de ce modèle de société pour une durée plus ou moins longue, on va voir. Et, euh, et voilà. Donc, et même tu vois, ce modèle où tu te dis, OK, tu vois, tu as droit de citer, mais tu n'es pas citoyen. Tu es un métèque, tu es au sens, pas au sens de l'injure, au sens grec du terme. Tu vois, tu n'es pas un citoyen. Donc, c'est pas toi qui décides. On va récolter ton feedback. Ok. C'est que si tu es content, pas content, on va quand même te demander. Donc on va récolter du feedback, mais c'est pas toi qui décides. Ce sont les locaux qui décident, ils sont chez eux et voilà. Et tout le monde est OK avec ça. Et c'est pas le quatrième Reich de dire que tu vois, les mecs qui sont chez eux, bah, en fait c'est leur pays et toi tu es là. Ouais. Et il y a un contrat social et tu es d'accord Ouais. ou si t'es d'accord, tu t'en vas. Enfin, en fait c'est du bon sens quoi. Du bon sens qui est cher au quotidien, mais c'est du bon sens. Et les deux souches, les souchiens, les locaux, eux, ils bénéficient en fait d'une forme de socialisme. Oui. Oui. Parce Mais en que fait, le socialisme, en fait, c'est vrai que le socialisme, enfin, il est un peu articulé entre, enfin, c'est soit tu as un pays avec des frontières ouvertes, dans ce cas, tu n'as pas de socialisme, sinon ça marche pas, sinon tout le monde vient et n'a pas cotisé, ok, c'est relativement standard. Soit tu as des frontières, et là tu peux introduire finalement du socialisme, parce que du coup, bah, ceux qui sont là, qui cotisent, etc., bénéficient de leur cotisation, etc. Relativement simple comme raisonnement. Et ici, ils ont trouvé ce modèle hybride où c'est très ouvert, mais du coup, il y a un socialisme sélectif, quelque part, ou une redistribution sélective, pour finalement bah, les gens qui sont enracinés sur ce territoire et qui sont locaux. Et par contre, ils ont aussi à faire, par contre, ils ont aussi des devoirs hein, de faire le service militaire, des trucs comme ça. Hein. Chose qu'on n'a plus en France. Hein. Et le mec, je dirais, qui est là, émirati tranquillement, à aller se faire le service militaire, faut le motiver. Hein. Mais voilà, c'est important. Et il y a aussi, je dirais, un fort patriotisme, il y a une forte fierté de leur pays. En même temps, les mecs ont pris un bac à sable il y a 50 ans, on ont fait les pays les plus modernes du monde. Donc, si tu veux, alors certes, il y avait du pétrole, mais bon, quand même. Il y a d'autres qui ont du pétrole, ça donne pas grand-chose. Et, euh, et ça fait réfléchir, en fait, ça met les choses en perspective. En fait, c'est assez intéressant de voir comment, à la marge, quelque part, de ce que nous on appelle là, je crois que c'est quoi là, le mot qu'ils ont dans les anglo-saxons, the rule-based order, tu sais, les pays, en gros, l'OCDE, tu vois. Donc, en fait, à la marge, finalement, l'OCDE qu'on estime être le centre du monde, ce qui n'est plus vraiment, on voit de l'innovation politique. Ici, donc finalement un socialisme hybride, enfin un libéralisme socialisme un peu hybride, ok, très pragmatique. Tu vas observer aussi le Salvador, où ils vont dire, ok, bah on va juste sécuriser le pays en 18 mois, mettre le Bitcoin comme monnaie. Bitcoin comme monnaie, pour moi, c'était plus une opération marketing que vraiment un changement de fondamentaux économiques, mais c'est intéressant. Le vrai changement, c'est qu'ils ont juste mis tous les mecs avec des tatouages en prison et ils ont pacifié le pays. Et après, tu as Milei en Argentine, qui est en train je dirais, de dégraisser très violemment l'État, de passionnant. déréguler sauvagement à la tronçonneuse l'économie, et qui pour le moment, après quoi, un an et demi au pouvoir, avec une coalition, donc en fait il n'est pas en majorité absolue, hein, donc il n'est pas en mode dictateur lui, arrive quand même à d'avoir des très beaux résultats. Donc il faut voir quand même si elle peut transformer l'essai. Il faut s'inscrire dans le temps, sachant qu'ils ont aussi une dette à renégocier, tu vois, où ils ont des échéances qui arrivent, il y a eu un moratoire, donc il y a des échéances ce qui arrive, je dirais, dans les années à venir, qui vont être significatives. Après, la communauté financière semble beaucoup l'aimer, lui. Donc, il y a moyen qu'il arrive à obtenir un deal intéressant et des taux intéressants. Donc voilà, c'est pas encore fait. Mais c'est intéressant de voir comment tu vas un peu à la marge du rule-based order, enfin, world machin, là, enfin, de l'OCDE, quoi. Il y a des trucs qui innovent. Parce qu'en fait, tu sais, genre, j'ai un peu l'impression qu'après, finalement, les fiascos du XXe siècle, on se dit, écoutez, on va pas trop innover. Les trucs nouveaux, on fait plus, ok? Toutes les nouvelles idées, c'est non, ok? On veut plus, on a testé, ça a foiré, ça a été un désastre, donc on veut plus tester de nouveaux trucs. Donc tout ce qui est un peu radical, un peu foufou, non, on fait pas. Euh, et les derniers qui ont testé, c'était le socialisme de marché en Chine, ça a plus ou moins marché jusqu'à aujourd'hui, là, c'est quand même un peu en train de souffrir. Euh, mais c'est intéressant de se dire, ok, il y a potentiellement, en fait, on n'a pas besoin d'aller sur Mars ou de construire des îles artificielles pour avoir de l'innovation dans les modèles politiques. Ça, c'est cool. Oui.
Alors justement, j'aime bien regarder tes lives et quelques vidéos que tu fais parce que d'une part, j'aime bien ton côté cash. Je dis ce que je pense, j'ai pas de surmoi, ça j'apprécie beaucoup. Il y a un petit côté, j'en ai rien à foutre que j'aime. Moi, j'aime les gens comme ça. En plus, c'est que ce que tu dis est pas con. Et ça gâche pas, évidemment. Donc, ce que je voulais voir un petit peu avec toi, c'est comment tu vois, là, nous avons une année, comme tu parlais de Milei, qui est assez impressionnant, parce que moi, je n'allais pas miser un shekel sur l'Argentine, même avec un réformateur, parce que c'est un pays qui a Aurait dû, hein, parce que 70 ans de basket leur case bourse, a pris genre derrière. 200% depuis qu'il est là, quoi. C'est impressionnant. Comment tu vois 2025 et les années à venir? Parce que tu as différents scénarios, j'aime bien, entre Elysium et d'autres. Comment tu vois venir les choses?